Voilà, il est exactement 13h06. On se retrouve tout de suite avec nos deux principaux invités. Mario Varou, bonjour. Bonjour, monsieur Zandonis. Et Jacques-Marie Claire, président de l'association Bois Capable. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Zandonis. Avant ça, on va faire un petit tour du côté des législatives, puisqu'on a eu 4 nouveaux, enfin, pas 4 nouveaux quand même, 2 nouveaux, 2 autres. On va voir un peu les premières réactions. C'est parti. C'est vraiment symbolique, mais c'est aussi une valeur, parce qu'on a entendu l'appel que nous avons lancé dans cette campagne électorale. C'est la victoire du renouveau. Aussi d'une autre façon de faire de la politique, parce que je crois que lorsqu'on est en politique, il faut savoir aussi transmettre des valeurs et tenir un discours de vérité et non pas de démagogie. Et donc c'est la victoire de la Guadeloupe et des Guadeloupéens, particulièrement de ceux qui ont cru effectivement en ce discours que nous avons tenu. Et donc, par conséquent, je remercie l'ensemble des électeurs, mais aussi je remercie l'ensemble de tous ceux qui nous ont accompagnés, et particulièrement ceux qui ont désisté, qui ont porté leur voix au deuxième tour, les abstentionnistes qui se sont mobilisés pour qu'il y ait une autre alternative, une union de la gauche, pour que la Guadeloupe et les Guadeloupéens soient convenablement entendus au niveau de l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, nous espérons bien sûr que cette union de la gauche va emboîter le pas au niveau national. Alors, juste une question, M. Marie-Claire, avant de passer à Mario Varou. J'ai vu que Paul lui avait demandé à voter Bénin. J'ai eu un communiqué. Oui, alors le communiqué, mais il faut dire que la population n'a pas suivi. Bon, oui. Tout le monde est resté effaré de voir qu'un maire nationaliste indépendantiste demande à soutenir la politique Macron. Oui. Et comment on explique ça? De toute manière, j'ai plus l'impression que le fait qu'on était sur le terrain, c'était pour ne pas laisser l'espace vide pour la municipalité. Donc, la première semaine, ils n'ont rien dit. Il n'y a pas eu de mobilisation, quoi que ce soit. Et au second tour, on a vraiment martelé, donc on a occupé vraiment l'espace. Et le jeudi, donc, on a vu la première adjointe au maire avec l'accord de la collectivité de la municipalité. Et vociférer dans les rues de Port-Louis qu'il faut voter Bénin. Donc ça veut dire que quand un maire perd dans sa propre commune un appel comme ça a un sens politiquement? Alors, je dirais que c'est un sens, puisque de toute manière, même si les élections ne se ressemblent pas, donc on fera la différence entre une élection présidentielle, une élection législative, donc c'est pas une élection municipale, mais je dis quand même que ça doit interpeller. D'accord. Ça doit interpeller quand même. Parce que si un maire demande et que ces électeurs ne le suivent pas, c'est que quelquefois, on n'est pas dépositaire des voix. Aucun élu n'est dépositaire des voix d'un citoyen. Mais cela résume quelque part, donc il peut y avoir discordance entre donc, ce que demande l'élu, le maire et sa population. On vient même tout à l'heure vous parler d'Aquaba. Je me tourne vers Mario Varou. Mario Varou, c'est le shérif. On m'a dit que vous êtes le shérif de la Guadeloupe. Vous veillez à ce que les choses fonctionnent bien généralement dans le pays. Alors, on va parler du MAC parce qu'il y a eu une conférence de presse il y a quelques semaines de ça. Vous avez fait sortir un certain nombre de documents qu'on a vus. Et il y a eu, alors que je ne fasse pas d'erreur, il y a eu 11 personnes qui ont été licenciées après 15 mois de retrait. C'est bien ça, hein? Alors, quelle est la situation? Alors, écoutez, il y a un grave problème de management au sein du Memorial Act. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure là, on a une impératrice. Une impératrice. Hein? Oui, une impératrice sans grandeur qui licencie à tout va. Je rappelle que pour vous donner une idée, hein, vous avez 30 agents et 11 ont été licenciés et vous avez 6 qui ont démissionné, qui quittent le Memorial Act. C'est plus de la moitié. D'accord? Aucune loi est respectée. On est dans la loi du talion, la loi du plus fort. En cas fait ça en vlé, même si le statut que je rappelle, hein, je le présente, c'est le statut du Memorial Act. Tout est là-dedans. Je n'invente rien. Et c'est pour ça qu'on a fait une conférence de presse pour bien montrer la véracité de nos dires. Mais pire dans cette affaire, c'est que vous avez une directrice qui a usurpé, qui a triché. Oui, qui a usurpé un grade. Il est écrit noir sur blanc. Je vous le lis dans l'article 1, vous allez le voir dans la page 2.
Eu égard à ses fonctions, alors je reprends, à compter du 1er octobre 2019, Mme Laurie Larinson exerce donc les fonctions de directrice générale du Memorial Act et se voit appliquer les dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables à son statut. Elle bénéficie à ce titre du statut d'agent public. Eu égard à ses fonctions de directrice générale, elle est placée en détachement dans le grade de conservatrice générale du patrimoine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mme Rinson est conservatrice. Elle n'est pas conservatrice générale. Conservatrice générale, c'est catégorie A+. Ça veut dire que c'est au même niveau qu'un administrateur, qu'un préfet. Monsieur Marie-Claire est là, il peut en témoigner. Deuxième chose, c'est que cette personne a usurpé, a triché, a volé. Et de sur quoi vous avez bien lu, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'elle est elle est rémunérée par rapport à son statut. Qui a décidé de ce document? Qui l'a signé ce document? Alors, les deux parties l'ont signé, c'est-à-dire Mme Rinson et M. Bridan. Et M. Bridan avait lu ce document? Mais c'est lui, c'est les deux. Non, mais c'est les deux qui fait. Oui. Les deux qui fait. Donc, c'est pour dire que nous, ni des sachants en Guadeloupe, et tellement qu'il y a des sachants, eh bien voilà, mais c'est ça qui a fait. Et dessus quoi? En cas, on note élément encore, qui est plus important, c'est que c'est le Memorial Act qui a fait détachement à madame là. Or, on y a créé une administration d'origine, d'accord? C'est l'administration d'origine qui a mis dans un détachement. Mais nous avons constaté que c'est le Memorial Act qui a fait détachement à Manresson. C'est encore plus grave. Troisième élément, quand il parle, dans tous ces documents-là que nous demandons là, nous avons constaté que Manresson, ils font détachement à la date du 3 octobre. Et nous regardons, noir sur blanc, il écrit, il signait le 1er octobre 2019. Ça veut dire qu'il prend fonction le 1er octobre 2019. Mais c'est ça qu'il a crié la barbarie juridique. Mais pire, c'est qu'il a percevoir en rémunération, d'accord? En rémunération qui est complètement illégale. En fait, en reconstitution de carrière au bail. Et dans la reconstitution de carrière là, il était dette qui a touché 335,19 €. C'est-à-dire qu'il est au 7e échelon et il a pu recevoir rémunération là. Mais quand il fait, avec complicité à M. Bridan, il a pu recevoir un salaire de 10 500 €. C'est-à-dire qu'il a pu recevoir en rémunération pire qui ont fonctionné. Vous faites un plainte par rapport à ça? C'est en cours. Oui. Mais déjà, nous déposer en requête au niveau tribunal administratif, justement par rapport à contrat et qui permet. Le tribunal là dit c'est ça. Non, mais le tribunal là pour prononcer parce que nous demandait, nous saisit le tribunal là et c'est là où vrai tribunal là qui convoque nous à dans une audience à ce moment là ça nous vrai qu'à la loi qu'a dit. Donc, d'un point de vue, ça n'est pas conforme avec la loi. Non, ça n'est pas conforme. Et d'autant plus que le statut-là qu'a prévoit, encore rappelé que, pour que tout le monde comprenne, que M. Bridan ne peut pas être, il peut être président à le Memorial Act. Pourquoi? Parce que le Code général des collectivités territoriales, l'article 311-1 qu'a dit comme ça, que tout acte qu'on prend, délibération ou autre, doit être transmis au contrôle de l'égalité. Ça n'a pas fait. Deuxième chose, il a dit comme ça qu'il faut y afficher sur le tableau d'affichage, à l'intérieur de la structure là. Ça n'a pas fait. Et troisième élément, il faut aussi afficher au recueil des actes administratifs. Et là, tous ces trois éléments-là, ça n'a pas respecté. Alors, il y a une question que je pose. Qui a géré Memorial Act? C'est la région, mais Mme Laman-Rinson, il dépend de l'État ou il dépend de la région? C'est-à-dire qu'ils sont fonctionnaires d'État. Ouais. Ils demandent un détachement. D'accord? Puis, ils travaillent au Memorial Act. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans une entité, dans une collectivité. Tout à fait. Et collectivité là, à présent, c'est la région qui a géré, enfin, parce que c'est eux qui mettent plus l'argent, donc c'est eux qui n'y pissent à un conseil d'administration. Et conseil d'administration là, comme c'est eux qui majoritaire, donc c'est eux, depuis où vous voyez valider un bulletin, c'est eux qui prennent la décision. Mais pire, c'est que l'union préfet qui a siégé en conseil d'administration là, et c'est là qu'on a dit qu'il y a un problème. Comment se fait-il que l'État, qui l'a justement pour contrôler, pour vérifier,
pour la conformité des actes qui doivent être transmis au contrôle de légalité, ça pas fait. En écrit préfet là, au mois d'octobre 2021, il répond moi, il dit moi, tout ça ouvre commandé là, ça pas qu'à exister. En y tout document en possession moi. Il a dit lit noir ou sur blanc, que ça pas qu'à exister. Délibération n'a pas qu'à exister concernant nomination à M. Bridan. Délibération là concernant nomination à M. Chalus en tant que président, pas qu'à exister. Donc, encore une fois, encore dit encore, nous dans la barbarie totale en disant là. Donc, pour Evin, Manresson ne peut pas licencier les 11 salariés. Pourquoi? Il écrit dans l'article 10 des statuts que seul monde qui est habilité à demander licencier moun, c'est le conseil d'administration. Il n'a pas respecté la procédure là ça. Et pire, c'est qu'il n'a pas ni qualité à agir pour mettre moun de non piste parce que contrat pas transmettre au contrôle de légalité. On a comprendre que moun a envie comprendre. Dans les derniers mois qui passaient, il y a eu un problème entre Manresson et M. Bridan. Alors qu'ils ont expliqué tout ça a fait et en même temps, ils n'ont pas d'accord. Parce que Bridan a dans la guerre, mais Manresson nous voit ça, enfin nous tenons ça. Alors, moi, je dis que sont la guerre. Moi, je dis que effectivement, il y a un problème, c'est-à-dire que ils ont révoqué, mais ils ont révoqué de manière illégale, arbitraire. Donc, ça qui fait qu'ils saisissent le tribunal administratif. Là, vous voyez saisir le tribunal administratif, c'est-à-dire qu'ils font référer. Ils référent là, juge là met en ordonnance, c'est-à-dire qu'ils suspendent décision que M. Bridan prend, que le conseil que le président la prend. Parallèlement, il y a jugé sur le fond à présent. Là, vous voyez juger sur le fond, vous voyez qu'effectivement, que manifestement, il n'a pas respecté la procédure là et que dès lors, il était obligé de rétablir. Mais encore rappeler qu'il posait le tribunal administratif en question sur est-ce qu'il y a une qualité pour te révoquer. C'est tout. Mais nous, ça, nous saisit le tribunal administratif. En droit, c'est qu'elle nous saisit parce que contrat pas transmettre au contrôle de légalité. Ça veut dire qu'il n'a pas jamais existé. Il tenu 15 jours. Il a tenu 15 jours pour te transmettre au contrôle de légalité. Il n'a pas transmettre lui. D'accord? Dès lors, contrat là pas jamais existé. Deuxième bitin, c'est que toute décision qu'il prend depuis qu'il a complètement illégal et de sous quoi il peut pas être directrice à cette structure là. Question de licenciement là, qu'est-ce qui passe exactement? Pourquoi ni 11 personnes qui licencient? Alors, ni 11 personnes qui licencient tout simplement parce que ils ont demandé à ce que ils respectent la loi. C'est-à-dire que ils ont exercé droit de retrait depuis le 4 mars 2021 parce que il y a un danger grave et imminent sur santé à yo. Et la loi qui prévoit son cadre réglementaire. Donc, là, ils ont fait ça. Ils ont dit que voilà, c'est moi-même qui prépare le courrier là, envoyer le courrier là-bas pour signifier que voilà, que c'est un droit de retrait qui a fait. Parallèlement, s'il n'était pas d'accord avec le droit de retrait, il tenait toute l'attitude de saisir le juge de la légalité. Il n'a pas fait. Donc, si vous pas fait, ça veut dire que vous acceptez que ou d'accord avec le droit de retrait et ou d'accord avec effectivement ça vous a dit. Et encore rappeler que sur le droit de retrait, c'était sur les risques au travail, c'est-à-dire que pendant que vous travaillez, on a échafaudage, ou on a moun qui fait peinture, ou on a moun qui fait électricité, et or ça interdit par la loi. On dit ça y a crié en plan de prévention que vous devez être mis en place avant tous ces bitins là ça. Et d'autant plus que faut là vous fait des travaux, faut obligatoirement saisir le CHSCT ou dans structure là qu'on là, il doit saisir le CSE. Ça pas fait, ces formalités là ça pas fait. Donc ça veut dire que nous dans la barbarie. Mais pire, c'est que nous toujours demander parce que nous savons que nous sommes dans une pandémie où justement nous sommes capables de tenir la Covid, nous sommes capables de contracter la Covid, tout ça. Donc la loi est capable de prévoir qu'il faut tenir ça a créé un plan de reprise d'activité. D'accord? Un protocole sanitaire. Ça n'a pas jamais fait en disant là. Ça n'a pas existé. Et puis, c'est que
ou ni on paquet d'infractions qu'elle commettent et que justement que l'inspectrice du travail là relayé et réécrit pour dire comme ça que voilà qu'elle a fait de l'entrave à la liberté syndicale, ou a fait de l'entrave aussi au CSE, enfin il pas respecté rien. Donc on croit bien vrai que nous avons un petit potentat et nous avons monde qui a ces affaires qui a fait débat que ou ni problème ou pas ni problème, mais ça pas problème. Alors, quand posons une question technique, Oui. est-ce que, en tant que syndicaliste, vous pouvez répondre moi, est-ce que le licenciement à Montresson, quoi songer, en période là, ça fait là, il était légal ou pas légal? Parce que par rapport au fait que le tribunal là, ou tout ceci dit, le tribunal là réinstallé, est-ce que le fait que M. Beridan t'a demandé, vous y aller, et ça t'est fait, puisque je suis suspendu pendant près de 6 mois, c'est ça? Est-ce que du point de vue, en tant que syndicaliste, est-ce qu'on commence à cette était légal? Non, mais en Jouli, en préambule, en disant comme ça, que ça, ce monsieur fait là, il n'a pas respecté la loi, il n'a pas respecté la procédure là. Ou quand font une procédure comme ça, en procédure de révocation, à quel moment il y a un conseil de discipline, à quel moment il y a saisi ou en fin de compte, il bafoué de loi. Donc là, ce qui fait que c'est pour ça qu'il a gagné. Mais là, même là, le problème là, c'est que le problème là qui a posé là, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas ni légitimité, il n'y a pas ni qualité, puis il parlait en nom directrice de l'EPCC Mémorial. On a rappelé que le PCC c'est un établissement public de coopération culturelle. Ça veut dire que n'importe qui moun TP directeur en disant là, n'importe qui moun ou pas te bizarre ou pas te bizarre en carton que oui que yo ka fait toute éloge, yo ka fait toute qualité publicité. Non, son yo ka fait un contrat de droit public bao, c'est-à-dire que n'importe qui moun te peut postuler et à partir de là mouna qui là quand entouré des moun qui compétents, c'est-à-dire en matière des ressources humaines, en matière finance, parce qu'on a rappelé que son uni ça a créé la comptabilité publique. Ça veut dire que là on va manier des fonds publics, d'accord, fournit obligatoirement comptable public. Et là quand on dit qu'il y a un problème encore, c'est que comment se fait-il que comptable public à la région, d'accord, permettent d'autoriser des payer madame là comme ça, et notamment en fond courrier comptable public là jusqu'à la journée jeudi jour il peut gérer pour nous parce qu'ils savent qu'on a raison, mais nous tantôt nous avons interpellé la région. Mais bien sûr que nous interpellons la région, nous interpellons à plusieurs reprises. Mais comme nous connaissons dans le pays là, ça, on a des gens qui ont adopté des postures, comme on pas vu nous pas courber les chines, comme on pas appeler ribayou. Donc pour eux, ou on bras de fer avec eux, on pas d'un bras de fer avec pour nous. Seul but c'est que ça nous commande, c'est le respect de la loi, rien que la loi. Et là où on attend que nous un président qui a permis de dire, un président de région qui a dit comme ça que oui qu'il faut rétablir les suspendus, mais quelqu'un a fait Guadeloupéen, des pères et des mères de famille, encore rappelé, hein. Zandonis, vous comprenez, c'est tiré de ça, des vrais que des jeunes qui ont fait des études à l'extérieur, d'accord, qui a pris compétences, qui a formé, qui a essayé de mettre à profit compétences à en Guadeloupe. Ils ont fait des études au Canada, aux États-Unis. Ils ont ni bac plus 4, bac plus 5. Et au cas où ils ont des euros comme ça, excusez-moi, c'est que nous véritablement nous avons un problème en pays là. Ça. Alors, quelqu'un a fait là par rapport à ces salariés là qui ont été des euros là. Et c'est là, il démissionne là, il démissionne, impossible là. Vous faites une opération aussi à niveau de ça? Oui, de toute façon, c'est en cours. Nous avons saisi la justice, c'est ça aussi, parce que, notamment, que demain, si nous avons en audience, justement, de manière unilatérale, sans cas de encore, hein, il y a un suspend les élections professionnelles. Or, c'est même qui mettait, il dit comme ça, qu'il y a les élections professionnelles, c'est comme la présenter, là, il présente, et comme il vrai que nous avons gagné les élections parce que nous déjà bien comprendre que bon que faut un syndicat en contre-pouvoir justement pour permettre que nous un élan en dans structure là. Tout ça nous en disant là qui dit bon ça que jouer élection là ça nous un salarié qui a filmé, c'est pour ça qu'il a arrêté ça. Non, c'est faux. Vous savez non mais attends, mais à supposer Monsieur Zandouni, ça supposer les élections qui sont faites là, pas ni moun qui a filmé. Pas ni pour caméraman qui a filmé, pas ni pour mon qui a filmé. À quel moment qu'il y a eu interdit de filmer? Nous restons sérieux dans pays là ça. Et avant quand tu fini, c'est que on peut pas placer en juge d'élection.
ou peut pas faire ces bitans là ça ou te peut demain après demain contester élection là mais on peut pas placer en juge de l'élection et c'est pour ça que demain CDV nous avons une audience pour voir parce que nous posons question est-ce qu'il y a été une qualité pour arrêter en élection et nous que voir demain qu'a juge là qu'a dit non c'est pas tribunal administratif le tribunal judiciaire c'est-à-dire le tribunal d'instance. Et nous avons une opération aussi au tribunal administratif par rapport à tout ça au dit là avant. Tout à fait. Nous aussi, nous saisissons le tribunal administratif. Enfin, nous saisissons toutes les voies et les moyens pour bien montrer que nous rester, encore rappeler encore une fois, nous pas de problème avec madame là. Seul bitin, c'est que nous avons un problème avec fonction. Et ça qui a dérangé nous, c'est que l'Union Conseil d'administration, tout le monde est pas ni pour moun ka parler, pour moun pas dire rien. Donc ça veut dire que y a de complaisance et que yo aussi yo admettre que yo mettez jeune Guadeloupéen dehors. D'une manière générale, Mario Varou, depuis quelque temps, on nous parle de par rapport à des actions qu'on a menées, qui résultat que vous attrapez positivement? Alors, oui, beaucoup de résultats positifs. Dernièrement, dernier fait d'armes, c'est contre la région Guadeloupe, où une directrice qui a été recrutée, directrice des affaires juridiques, eh bien, ils ont recruté, comme c'est je te tiens, tu me tiens, c'est copinage, c'est ça qui a fonctionné en pays là. C'est comme ça, c'est qui a fonctionné. Donc, du coup, nous déjà alerté aussi ça pour dire comme ça que voilà, que le recrutement là, qu'il a fait là, est complètement illégal et que dès lors, nous commandons d'annuler le recrutement là, ça. Mais où je connais un pays là qui a fonctionné, où un président qui a quoi, et pourtant, il était législateur, encore rappelé. Encore rappelé, il était législateur, mais c'est lui qui a foulé au pied, c'est lui qui a piétiné le doigt, c'est lui qui a marché sur le doigt. Et il a dit comme ça que oui, que c'est lui qui a créé propre loi. Eh bien, à un moment là, ça n'a pas ça fait. Donc, nous gagnons au tribunal administratif, c'est-à-dire que c'était l'affaire Joanna Tandon et recrutement et mutation a été irrégulière, illégale, et donc le tribunal administratif dit le droit. Et deuxième butin que nous gagnons aussi, c'est l'affaire Marcin où ils ont mis fin à détachement de manière illégale et en piétinant le droit, tout et tout, et là nous gagnons aussi. Nous gagnons, on vient ici l'affaire au point 3, le point tapis, Jordan. Oui, alors sur l'affaire. Non, pas Jordan, pas tout Jordan. Sur le point tapis, nous gagnons l'obité dit parce que là aussi nous gagnons au tribunal administratif contre l'emploi fonctionnel à directrice à centre communal d'action sociale après Tapit et là aussi nous avons posé des questions, des sérieuses questions concernant mais après Tapit qui pourtant ont un auxiliaire de justice mais c'est lui qui a foulé au pied, c'est lui qui a piétiné le doigt, c'est lui qui n'a pas respecté la loi. Mais nous avons parlé de tous ces bitans là ça et notamment prochainement c'est qui est directrice de cabinet là. Merci Mario Varou. Merci. Nous continuons contre M. Jacques-Marie Claude, lui-même c'est un administratif aussi. Juste un point de vue comme ça, quand Mario Varou a parlé comme ça, quelle réaction? Bon, j'ai la même réaction que Mario. Moi, je dis qu'on ne peut pas, dans ce pays-là, je le dis sincèrement, on ne peut pas, dans ce pays-là, violer la loi. Moi, je dis le droit existe, il faut l'appliquer et appliquer les choses correctement. Nous sommes dans une situation, et je l'avais annoncé une fois, dans une situation aussi difficile où le chômage vraiment est galopant dans ce pays-là. Nos jeunes qui sortent, comme tu l'as dit, Mario, avec un bagage extraordinaire et qui n'ont pas la possibilité d'être insérés, ou bien pour cette affaire de copinage, et camaraderie, moun à moins. Moi, j'ai toujours combattu, je le dis sincèrement, le moun à moun. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas dans ce pays-là. Et si on respectait les règles, je crois que la Guadeloupe serait déjà plus en avant. Tout à fait. Bien, alors, deux petits mots quand même, puisque M. Marie-Claire, vous êtes venu parler de l'association Bois Capable. Qu'est-ce que ça veut dire Bois Capable? Alors, je suis là pour l'association Bois Capable, président de l'association Bois Capable. Alors, Bois Capable, pourquoi Bois Capable? C'est tout ce qui se passe autour de la nature. On voit comment la nature évolue. Alors, comment aussi, avec de la résilience, l'homme peut, tout en mine de rien, prendre exemple sur la nature, sur ce qui se passe autour de la nature, et manger sainement et autour d'une alimentation.
Alors, ça va se passer comment Alors, de toute manière, alors, c'est une journée détente et de partage que l'association organise le dimanche 26 juin de 8h30 à 17h sur son espace, un jardin collectif. Alors, je rappelle, c'est une dame qui a C'est mis... à Port-Louis quand même ou à Petit Alors, Canal? non, alors c'est à Petit Canal, Oui. au cadre de l'Ouest. C'est derrière le centre commercial au Mangle. Alors, donc, c'est une dame qui a mis près de 2000 mètres carrés de terrain à la disposition d'une association qui fait tout ce qui concerne le jardinage, la plantation, l'agroalimentaire, jardin, et que les gens partagent, et que les membres partagent entre eux. Il faut de la plantation, fruits, légumes, tout. Et ça va encore plus loin, puisque c'est une association qui est pour non seulement le développement durable à travers l'insertion des jeunes. Et le matin, donc il faut dire deux temps forts. Le matin, donc il y aura une partie réservée au stand des échanges et avec plusieurs exposants qui seront là autour du bien-être, santé, comment manger bien, etc. Et l'après-midi, la particularité même, le temps fort de l'après-midi, ce sera le café des débats autour de la thématique suivante, l'agriculture urbaine, un atout pour l'autonomie alimentaire, l'insertion durable et la cohésion durable et la cohésion sociale des territoires. Alors, cohésion sociale, pourquoi des territoires? Parce que voilà, nous sommes sur un espace qui se trouve à Petit Canal, puisque c'est où se trouve le jardin collectif, mais le développement aussi du territoire, on pense au développement d'une organe terre et voir aussi, donc, que ce soit au niveau de Port-Louis, que ce soit au niveau d'Anse-Bertrand, donc que ce genre de manifestation, ce genre d'activité se réalise, ne serait-ce que pour les jeunes du organe terre. Et ça, il faut dire aussi, on a un taux de chômage qui est très aussi endémique dans cette zone-là. Donc l'association est un atout, je dis une opportunité. Alors elle ne reste pas uniquement au niveau de la culture, qui s'occupe des légumes, fruits, etc., mais l'insertion sociale, mais aussi l'aide aux personnes âgées, ainsi que toute personne en difficulté administrative, voulant d'un renseignement, etc. Moi, j'ai assisté ce matin. Le rendez-vous, c'est à quelle heure? Alors, le rendez-vous, c'est le dimanche 26 juin de 8h30 à 17h. Donc, on attend donc toute la Guadeloupe pour participer à ce bel événement qui se situe sur le territoire de Petit Canal au Mans. Premier événement de ce type. Alors, c'est le premier événement de l'association qui compte plus de 100 membres et l'association elle a été créée en 2019. Et vous êtes le président à vie. Alors, non, je suis le président de l'association, je ne dirais pas à vie. Non, il faut dire que c'est vrai, ça se détache un peu des autres associations, parce que nous faisons un travail formidable, très formidable, et notre particularité, c'est vraiment l'insertion des jeunes à travers le partenariat que nous avons aussi avec le département qui nous envoie effectivement des jeunes. Alors, il y a aussi une autre particularité, c'est que les personnes âgées aussi s'intéressent, mais nous signons des conventions avec des collectivités où on apprend aux enfants. J'ai assisté récemment dans une crèche où on apprenait aux enfants comment planter, comment arroser, etc. Et ça, c'est depuis à le bas âge. Quoi travailler pour l'avenir? Oui. Ouais. Non, c'est un bon mitin. Juste un dernier petit mot. L'Ivan Babois, pas Niaïen, vous avez les autres? Non. Non. Parce que ça a fait un Petit Canal aussi. Oui, effectivement, j'ai entendu parler de l'Ivan Babois. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle que je lance un appel par le biais de la directrice. Il faut dire, donc, je suis président, mais il y a une directrice, en la personne de Mme Labille Chantal, que je tire un grand coup de chapeau, qui fait un travail extraordinaire dans cette zone-là avec les autres membres. Et là, nous lançons un appel à cette association ou ce groupe de personnes, qui doit faire une dédicace de livre, je crois, vendredi. Pour lui, donc on les demande aussi à participer à cette journée. Alors je rappelle, la journée du dimanche 26 juin au Cadre-Ouest, au Manglan, à Petit Canal, l'association Bras Capable qui invite toute la Guadeloupe à sa journée détente et de partage et surtout autour de café débat durant l'après-midi. Et de protéger Natina. Merci M. Marie-Claire, merci M. Mario Barou. Deuxième pause, tout à l'heure, on va recevoir Elisabeth Adélaïde, Jean-Luc Duvial et on aura aussi Jean-Claude Mboli en direct par téléphone. À tout de suite, restez avec nous. Tous, bonjour, on salue nos deux chroniqueurs. D'abord Elisabeth qui est de retour, bonjour. Bonjour Danick, bonjour Jean-Luc et de bonjour à tous. retour enfin. Ah oui, ça a été dur la période. Ah oui, très. Ouais. On en parlera rapidement pour passer à autre chose, mais là on est content, ça y est. On est de retour. Et on vous reverra plus souvent. J'espère. Bien, je salue Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Beauté. Et aujourd'hui, on va parler
d'origine des langues africaines, avec l'auteur de cette Bible. C'est une Bible, parce que c'est un livre assez important. Combien de pages déjà 860. 660 pages à peu près. Jean-Claude Mboli. Alors, il est au téléphone avec nous. Oui, je crois. Monsieur Mboli, bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec Jean-Luc et vous êtes avec moi en direct depuis la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que votre livre apporte de plus aux travaux de linguistique déjà effectués sur les langues africaines? Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits d'ailleurs. Oui. Bonjour tout le monde. C'est une bonne question, mais il faut savoir que les travaux qui ont été faits jusqu'à maintenant l'ont été par des africanistes, c'est-à-dire des chercheurs européens qui ne connaissent pas vraiment les langues africaines dans leur sémantique, leur vision du monde. Et donc, un travail fait par des Africains, comme moi, apporte un plus. D'autant plus que j'utilise une méthode qui a fait ses preuves, contrairement aux autres chercheurs. Oui. Donc, ce qui m'a permis de prouver que, en fait, toutes les langues africaines dérivent d'une même langue ancestrale. Alors, mais, dans votre travail de recherche, vous êtes remonté jusqu'à quand? Ouh là là, je suis remonté jusqu'à l'origine du langage. Figurez-vous que tel n'était pas mon projet. Mon projet était en fait de prouver que ma langue maternelle, le sango, oui. Était apparentée à l'égyptien ancien. Mais en mettant d'autres langues dans la balance, j'ai pu remonter beaucoup plus loin dans le temps. Et de proche en proche, je suis arrivé jusqu'à l'invention même du langage en Afrique. D'accord. Donc, ça remonte à quelle époque? Ça remonte à quelle époque, l'invention du langage? Ça doit remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années. Quelque chose comme entre 100 000 ans et 50 000 ans, quoi. Quelque chose de genre. C'est pas rien. Et il faut savoir que l'homme n'est pas né avec le langage. D'accord. Okay? Le langage articulé, les langues que nous parlons, ça a été inventé dans une communauté d'humains quelque part en Afrique. D'accord. Et ça, c'est vraiment la découverte essentielle de ce livre. Découverte à laquelle je ne m'y attendais pas. Hein. C'était vraiment le résultat des travaux de recherche, quoi. D'accord. Et vous réfutez l'afro-asiatique, pourquoi? Je rejette l'afro-asiatique parce que l'afro-asiatique n'est pas une famille au sens linguistique du terme. Vous comprenez? C'est un regroupement idéologique fait par des africanistes juste dans le but de séparer l'égyptien ancien des autres langues négro-africaines. Alors donc ils ont créé un groupe, une famille entre guillemets. Hein, le terme n'est même pas approprié sur le plan linguistique. Oui. Mais bon, une famille qui regrouperait l'égyptien ancien, le sémitique, hein, les langues sémitiques, les langues berbères, oui. Et quelques langues de la Corne de l'Afrique. Parce que dans leur esprit, les habitants de la Corne de l'Afrique, hein, ils ne sont pas tellement des Noirs. Et voilà, donc c'est idéologique, mais il n'y a pas de preuve linguistique solide à ce qu'ils ont fait. Et je l'ai démontré extensivement dans mon bouquin sans aucun problème, quoi. Il n'y a pas de preuve de l'afro-asiatique. Ça n'existe pas. D'accord. Alors, à tel point que oui. Eux-mêmes, les kamito-sémitisants, c'est comme ça qu'on les appelle, eux-mêmes sont obligés d'inventer un autre terme plutôt que famille pour désigner ce regroupement. Ils l'appellent phylum. D'accord. Alors, phylum, plutôt que famille, c'est pour éviter justement d'avoir à rendre des comptes à des vrais chercheurs en linguistique qui exigent des preuves. Alors, vous voyez, j'ai envie de vous demander
quelle est, au terme de vos recherches, la première langue africaine qui émerge, entre guillemets, qui émerge, j'utilise volontairement ce terme, quelle est la première langue? C'est l'égyptien, c'est le copte, qu'est-ce que c'est? Ah, la première langue, ce n'est ni l'égyptien, ni le copte, ni aucune langue connue actuellement, puisque c'est une langue ancestrale. Cette langue a disparu déjà, ok? Et les langues que nous parlons actuellement sont en réalité des descendants directs de cette langue ancestrale. Mais par la linguistique, par la méthode comparative, on arrive à reconstituer cette langue ancestrale. Pour vous donner une idée, cette langue ancestrale, elle n'est pas très différente des langues bantoues. Quand vous prenez par exemple le zoulou ou les langues qu'on parle dans la région des Grands Lacs, ou même le lingala ou le kikongo, c'est quasiment la langue ancestrale. C'est très proche. Donc les langues bantoues perpétuent un peu la physionomie, la typologie de cette langue ancestrale. D'accord. Alors, quelquefois, ici même, notre ami Jean-Luc qui anime une émission chaque semaine ici, nous montre quelquefois des langues européennes qui ont des racines ou même du vocabulaire, on veut dire de l'européen aujourd'hui, des mots anglais, etc. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant et en réalité, c'est aussi une autre surprise de mon livre, des recherches effectuées dans mon livre. J'ai pu démontrer dans le livre qu'en fait, toutes les langues européennes, vous savez que les langues européennes qu'on appelle langues indo-européennes, parce que ça regroupe aussi les langues d'Inde, comme le sanskrit, l'hindi, etc., dérivent d'un ancêtre qu'on a pu reconstituer par la méthode comparative qu'on appelle l'indo-européen. Oui. OK? Donc, l'ancêtre des langues européennes, c'est l'indo-européen. Mais j'ai pu montrer que, en réalité, cet indo-européen est un mélange, une sorte de créole de langues africaines. Oui. Oui. Donc, un ensemble de langues africaines apportées en Europe et en Asie occidentale par des colonisateurs africains. Vous voyez la puissance de la méthode comparative, ça permet de remonter le temps et de faire l'histoire beaucoup mieux que l'archéologie. Parce que à travers cela, j'ai pu mettre en évidence que il y a eu colonisation de l'Europe à un moment, à une époque reculée par des Noirs, des Africains. Et ces Noirs africains ont colonisé des populations européennes du pourtour de la Méditerranée et leur ont imposé leur langue. Donc, ces Européens, en réalité, les langues qu'ils parlent, c'est les langues de leurs maîtres africains de l'époque. Oui. Et ils ont perdu leur propre langue. Et ils parlent la langue de ces colonisateurs-là, qui sont arrivés, en fait, là-bas en très petit nombre, mais ils avaient une telle avance dans tous les domaines qu'ils ont pu, en fait, les subjuguer rapidement et leur donner leur importance. Et ce que je dis s'applique aussi aux langues sémitiques. Il y a eu aussi des colonisateurs africains qui sont arrivés dans la région où on parle le sémitique actuellement, au Proche-Orient, et ils ont fait la même chose. Ils ont imposé leur langue à ces populations primitives, et donc c'est le résultat de ça qu'on appelle sémitique, arabe, hébreu, acadien, etc., etc. Donc, vous voyez, j'ai mis tellement de rigueur, tellement de puissance dans cette démonstration que ça ne souffre aucune contestation jusqu'à maintenant. OK, parce que le livre est étudié dans les plus grandes universités occidentales. Oui. Ils n'ont rien trouvé à redire. Et ce que j'ai découvert par la linguistique a été confirmé par des études de génétique des populations, où on s'est rendu compte qu'en fait, chez tous les Européens, vous retrouverez des traces de gènes de populations subsahariennes en petit nombre, en très petite quantité, qu'on peut dater.
Ok, c'est pas quelque chose qui date de la période de l'esclavage ou des trucs très récents. Non, ça, on date ça à une période beaucoup plus reculée, à la période du néolithique. Et donc, ça corrobore ce que j'ai trouvé dans mon livre. Et donc, c'est assez impressionnant parce que, quelque part, on vit en fait un retournement de la situation, quoi, en quelque sorte. Des gens à qui des Africains ont imposé leur langue, leur civilisation, leur religion, qu'ils ont déformée et qui aboutit à un certain nombre de religions que vous voyez maintenant. Eh bien, par l'ironie de l'histoire, se retournent, reviennent en Afrique et imposent le résultat de ces langues qui avaient été apportées par des Africains aux descendants des Africains actuellement. Alors, je vais laisser à Jean-Luc poser la dernière question. Autant dire qu'un livre de 600 pages, on ne peut pas le résumer en 10 minutes d'interview. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir vers vous. Mais Jean-Luc, qui connaît bien cet ouvrage Origine des langues africaines, quelle est la dernière question qu'on peut poser à M. Mboli? Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé du passé de la langue. Mais ce qui est intéressant, c'est que les travaux de Jean-Claude Mboli permettent aussi de faire de la prospective de la géopolitique. Oui. Alors, aujourd'hui, il fait la distinction entre les civilisations thalassocratiques et les civilisations continentales. J'aimerais bien qu'il nous en dise quelques mots parce qu'aujourd'hui, il est question aussi de rentrer dans le train du nouveau monde. Donc, j'aimerais bien qu'il nous explique pourquoi et quel est l'avenir, hein, que disent les langues de l'avenir de l'humanité. Exactement. Exactement. Je peux même ajouter un mot dessus, si vous voulez. Allô? Oui, absolument. Mais vous pouvez expliquer la différence entre les deux, thalassocratiques et continentales. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que, en réalité, on entre ensuite après, à partir de la linguistique, on entre dans la géopolitique, la géohistoire, etc. Oui. Et on se rend compte que tout le long de l'histoire, il y a deux types d'empires. Il y a des empires qu'on appelle thalassocratiques et des empires continentaux. Des empires thalassocratiques, ce sont des empires qui ont un centre principal et qui se projettent au-delà des mers pour aller conquérir les autres populations, piller leurs biens et rapatrier ça vers le centre. Ok? C'est typiquement le cas, par exemple, de l'Empire britannique. C'est le cas de l'Occident, qui est le dernier empire thalassocratique. Vous pouvez remonter comme ça à Rome aussi. Vous allez voir que ce sont des empires thalassocratiques. Ils pillent le reste du monde et ils ramènent les richesses au centre, à une population centrale. Ce genre d'empire ne dure pas longtemps. Ok, quelques siècles, un millénaire tout au plus, ils s'écroulent et ils disparaissent de l'histoire. Bon, tout en laissant des traces, bien sûr, mais ils disparaissent. Au contraire de ça, vous avez des empires qu'on appelle des empires continentaux. C'est-à-dire qu'ils s'étendent progressivement de proche en proche et ils assimilent des éléments qu'ils envahissent et ils s'assimilent à eux. Donc une assimilation réciproque qui fait quelque chose d'extrêmement puissant et de durable. C'est le cas, par exemple, de l'Empire chinois. La Chine existe depuis déjà plusieurs millénaires et elle continuera d'exister encore devant. L'Empire russe, on peut dire la même chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique en tant que telle, et ça, ce sont mes recherches linguistiques qui me l'ont montré, constitue un empire. Et cet empire, c'est le plus grand de toute l'histoire de l'humanité. C'est le premier d'ailleurs. Il est puissant et il s'est étendu sur une large part de toute l'Afrique déjà et une large part du reste du monde. Et c'est un empire continental. Et comme tous les empires, il peut y avoir des phases d'effondrement. Mais comme c'est un empire qui a un cycle de vie extrêmement long, le plus long, quand il s'effondre,
eh bien, il met beaucoup de temps avant de se réveiller. Au contraire, par exemple, de la Chine. La Chine aussi s'est effondrée. Vous savez bien ce qui s'est passé au milieu du 19e siècle. Pendant 1 ou 2 siècles, la Chine n'était plus rien. Et puis, maintenant, elle est renée. Et c'est le cas de l'Empire africain universel. C'est le nom que Dieu a donné à cet empire-là. En réalité, il s'est effondré au moment même où l'Égypte ancienne était en train de naître. C'est-à-dire que l'Égypte ancienne était le dernier soubresaut de cet empire qui avait déjà entamé son effondrement. Et depuis le temps des pyramides jusqu'à maintenant, nous vivons dans une période d'effondrement de cet empire-là. Et c'est ça, vous voyez, ça change la vision de l'histoire. C'est ça qui crée cette situation déplorable de l'Afrique, où vous avez du désordre, vous avez une faiblesse extrême, un continent ouvert à tout vent, où tout le monde peut venir faire tout ce qu'il veut, mais c'est tout simplement parce que on était dans une phase d'effondrement qui fait de sacrée longue durée. Cet effondrement a duré plusieurs millénaires, au contraire de la Chine qui a duré 1 ou 2 siècles. Eh bien, pour l'Empire africain, c'est plusieurs millénaires d'effondrement. Et cet empire a touché le fond, l'Afrique a touché le fond, et c'est seulement maintenant qu'il commence à renaître. Donc, quand les gens parlent de renaissance africaine, en réalité, ils parlent de la renaissance, du réveil de cet empire africain universel. Et vous voyez bien que ce réveil coïncide avec l'effondrement du dernier empire thalassocratique, qui est l'Occident. OK? Parce que je l'avais déjà annoncé il y a plusieurs années de ça, que l'Occident avait déjà entamé son processus d'effondrement, comme tous les empires. Mais les empires thalassocratiques ne durent pas longtemps. Et quand ils s'effondrent pour de bon. Donc actuellement, l'Occident, en tant qu'empire, est en train de s'effondrer. Et comme l'empire romain, il disparaîtra pour de bon. Il n'y aura plus rien derrière. Et comme c'était le dernier empire thalassocratique qui empêchait la renaissance de l'Afrique, eh bien, au moment où il entame son déclin, simultanément, on voit l'empire africain universel renaître de ses cendres et continuer à monter pour finalement, et ça j'insiste dessus, revenir au plus haut niveau, c'est-à-dire à sa place normale, ce que j'ai appelé la normalisation. Parce que la situation normale de l'Afrique, c'est d'être au haut niveau, de dominer tout le reste de l'humanité. Parce que c'est là où l'humanité est née, c'est là où la civilisation est née, c'est là où on a toutes les ressources humaines nécessaires pour durer, pour faire des choses, etc. C'est la plus longue expérience de civilisation que l'humanité n'ait jamais connue, l'Afrique. Bien. Donc, Jean-Claude Mboli, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien évidemment, avec Jean-Luc, on aura l'occasion de revenir sur ces questions qui sont, il faut le dire, nouvelles et un petit peu pas faciles à expliquer au téléphone comme ça. Mais on va y revenir. Voilà, on prend une pause rapidement et on se retrouve tout à l'heure avec Elisabeth. On va parler de tourisme, on parlait des continents et des civilisations africaines et continentales thalassocratiques, mais on va parler justement de la mer dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite. 3 minutes, Elisabeth, je l'ai dit, est de retour, tourisme et croisière. Bonjour Elisabeth. Alors, comment ça s'est passé pendant 2 ans, en 2 mots? Eh bien, pendant 2 ans, j'étais venue d'ailleurs dire comment c'était compliqué pour nous, les agences de voyage, pour les voyageurs aussi, d'une façon générale. On a eu quand même quelques passagers, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le choix, qui étaient obligés de voyager, donc on a été tout le temps présents. Ce qui était dur, c'était le fait de ne pas savoir quand est-ce que ça allait reprendre. Donc on a fait le dos rond, on a attendu, on a accompagné tous nos clients aussi. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous dire que ça y est, on repart, même s'il y a des destinations qui ont toujours été ouvertes, comme la République dominicaine. Je voulais
faire un focus là-dessus parce que c'est vrai qu'ils ont été tout le temps ouverts et donc même l'an dernier, on a pu vendre de la République dominicaine en séjour. Voilà, pour nous, ça a été aussi, j'en parle parce que ça a été pour nous un ancrage. On a eu cette destination qu'on a pu vendre parce qu'il n'y avait aucune restriction pour les Guadeloupéens et les Martiniquais. En fait, ils ont géré complètement différemment. Donc, il fallait même pas un test. Il fallait un test pour revenir. Mais par contre, là-bas, ils avaient bien sécurisé, tout était organisé. Et franchement, on a pu les vendre. Et puis, ils ont, depuis un an, on a une compagnie aussi qui dessert directement la Guadeloupe et la Martinique vers Saint-Domingue sur des vols. Donc le lundi et le jeudi, il fait un vol direct Fort-de-France Saint-Domingue et le vendredi et le dimanche de la Guadeloupe. Donc voilà, ça c'était bien, ça nous a permis aussi de continuer notre activité. Et aujourd'hui, les consignes sanitaires s'assouplissent. On a eu des nouvelles des États-Unis. Maintenant, le test n'est plus obligatoire pour rentrer aux États-Unis. Ah, il n'est plus obligatoire? Pas le test. Oui. Par contre, l'obligation, effectivement, le schéma vaccinal complet reste quand même d'actualité. Donc ça, c'est vrai que ça contraint un peu. Le Canada, par contre, a enlevé le schéma vaccinal obligatoire, mais par contre, il y a une quatorzaine à faire quand on y arrive. Donc voilà, ce sont quand même des signes d'ouverture. Oui. Nous, on a donc on peut dire que le tourisme redécolle. Puisque là, c'est vrai, comme je disais, on a déjà vendu la République dominicaine pour les grandes vacances. Et là, on a des destinations qui vont s'ouvrir. On a la Caraïbe qui se réouvre aussi petit à petit, avec quasiment plus de septaine ni de quatorzaine. Oui. Parce que c'était difficile de vendre un séjour pour passer 14 jours à l'hôtel. Oui. Donc voilà, ce sont vraiment des signes. L'inverse, c'est-à-dire les touristes qui veulent venir en Guadeloupe, comment ça se passe? Oui, ils viennent, ils peuvent venir. Alors pareil, il faut les contraintes, c'est des tests. Hein, oui, il y a beaucoup de touristes. On peut parler effectivement des renforcements des vols en provenance de Paris. On a Air Belgium qui est revenu. Oui. On a American Airlines qui a 3 vols par semaine au mois de juin en direction de Miami. Alors, on regrette effectivement JetBlue, qui est quand même venu en début d'année, mais qui a arrêté les vols. Air France aussi faisait le New York. Corsair ne fait pas les États-Unis? Non, au départ de Paris. Oui. Au départ de Paris, Corsair, oui, mais nous, on essaie de trouver... Et qui fait Saint-Martin, Guadeloupe-Saint-Martin? Alors... Guadeloupe-Saint-Martin, vous avez Air Antilles Express, vous avez toujours Air Caraïbes. De Paris, comment ça se passe? De Paris, vous avez Air Caraïbes qui dessert Saint-Martin et Air France. D'accord. Voilà. Okay. Donc voilà, aujourd'hui tout se met en place, les gens reviennent, vous avez pu voir qu'il y a eu quand même beaucoup de tourisme jusqu'au mois de mai. Là, ça va être les affinitaires qui vont revenir, donc nos jeunes étudiants qui vont revenir pour les grandes vacances. Et puis la bonne nouvelle, nous on a commencé, ça y est, à recommercialiser les croisières parce que comme vous le savez, les croisières ne se sont quasiment jamais arrêtées dans la Méditerranée. Ont repris au départ des États-Unis et c'est vrai que sur les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique avaient été privées de départ l'an dernier. Par exemple, Barbade reçoit des bateaux depuis quasiment un an. La saison dernière, MSC et Costa avaient choisi des destinations, enfin des ports de base différents. Donc MSC avait choisi Saint-Martin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et la Romana pour Costa. Donc cette année, on a la chance de les revoir revenir en port-base Guadeloupe et Martinique. La Guadeloupe redevient port-base? Port-base pour Costa. Pour Costa? Oui, avec embarquement possible aussi de la Martinique. Et MSC, port-base Fort-de-France, on peut embarquer également de la Guadeloupe avec 2 itinéraires pour MSC, un sud, un nord traditionnel. Et Costa aura un itinéraire nord, un itinéraire sud et un itinéraire que j'aime tout particulièrement qui dessert les îles ABC, Aruba, Bonaire et Curaçao.
Voilà. Donc, Les mesures sanitaires sont respectées Alors, les mesures sanitaires pour MSC, on n'a pas encore les détails, donc ça va arriver, je pense, très rapidement. Costa donc, a assoupli vraiment les conditions d'embarquement, puisque maintenant, le schéma vaccinal n'est plus obligatoire. Un simple certificat de rétablissement de Covid est suffisant. Donc, ça nous laisse quand même une plus grande possibilité d'embarquer à bord de ces bateaux. Les consignes, évidemment, les consignes classiques, on va dire, distanciation sociale, sont toujours à respecter, mais on a une vie à peu près normale. Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf quand on a des excursions sur certaines îles, mais la Caraïbe n'est pas du tout concernée. Et puis, la vie à bord a repris, donc avec les boîtes de nuit, avec, voilà, tout a repris. Le premier bateau arrivera quand? Alors, le premier bateau, c'est MSC, qui arrivera le 4 décembre à Fort-de-France. Et Costa commence un petit peu plus tard, avec le 22 décembre. Et les gens ont déjà commencé à réserver? Alors, les gens ont déjà commencé, ça y est, à réserver, puisqu'on avait déjà des gens qui avaient annulé avant, voilà, et donc les gens attendaient ça. En tout cas, une certaine partie des voyageurs l'attendaient. Et donc, nous, on est prêts, on est ravis et on est, nous, en tant qu'agents de voyage, heureux d'accompagner nos passagers. Voilà. Les agences de voyage vont revivre un peu? Alors, elles revivent, oui. Danick. Je suis heureuse de vous dire, d'ailleurs, je suis là aussi pour le dire. On a cette période de crise, en fait, elle a montré aux gens et aux voyageurs l'intérêt de passer par une agence de voyage, puisqu'on a été tout le temps présent, ce qui n'était pas le cas des sites Internet. Alors, paradoxalement, les gens pardonnent plus, on va dire, aux sites Internet quand ils ne sont pas joignables. Ça les agace, mais ils savent que ce n'est pas possible, donc du coup, ils arrêtent. Nous, on a été tout le temps là, on continue à les accompagner, on a su les conseiller parce que c'était un embroglio dans les mesures sanitaires entre les États-Unis, l'Europe, où c'était ouvert, fermé, test, pas test. Nous, on a essayé le plus possible d'être clair et c'est notre rôle aussi. Et aujourd'hui, on a, je pense, repris dans l'esprit des gens toute la place d'un agent de voyage, de conseiller qui accompagne pendant les voyages et après aussi. Donc voilà, donc on est vraiment très, très contents d'être présent et l'activité reprend plutôt bien. Nos collaborateurs sont heureux aussi. On avait profité aussi pour faire de la formation. Donc voilà, on est resté actifs et aujourd'hui, ça paye. Alors, juste une dernière question. Je sais que ce n'est pas une bonne nouvelle. Les billets d'avion vont augmenter de combien de pourcents à peu près? Alors, moi, j'entends beaucoup dans la presse, ça va augmenter. Ça a déjà augmenté depuis à peu près. Alors peut-être que les gens ne s'en sont pas rendus compte tout de suite parce qu'il y a eu beaucoup de promotions aussi. De promotions. Un Paris Pointe-à-Pitre aujourd'hui en moyenne coûte quoi? Écoutez, là j'ai regardé ce matin pour une cliente. Hors frais de service, on était à 499 sur de la période de grandes vacances, juillet-août. Au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Voilà, ça reste raisonnable. Ce qui est plus douloureux, c'est dans le sens Paris, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Et également sur de la haute saison. Donc le mois d'août est assez douloureux et c'est vrai qu'on a vite des tarifs dans les 900 €. Ah bon? Alors après, il faut rappeler aux gens qu'il y a encore... Oui, on peut arriver à ces tarifs-là. Oui. J'en profite quand même pour rappeler aux gens qu'ils peuvent profiter de la continuité territoriale s'ils veulent aller sur Paris. C'est un processus qui existe toujours et justement qui n'a pas été utilisé pendant 2 ans. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, c'est quand même jusqu'à... Là, c'est la DOM, hein, c'est sur le site de la collectivité de la Martinique ou de la région Guadeloupe. Et en fait, ça se fait en ligne, c'est vite fait et vous pouvez avoir jusqu'à 270 € de réduction. Là, c'est sous condition. Les enfants? Alors, les enfants, je crois, sont sans condition, mais après, c'est sous condition de ressources. Donc, mais il faut quand même essayer, il faut faire quand même la démarche. Bien sûr. Et bon, ça peut aider. Maintenant, les prix, vous savez,
savez, comme c'est lié au pétrole, à la conjoncture, on parle de la guerre en Ukraine, on parle aussi du taux du dollar qui n'arrête pas d'augmenter. Donc ça, je ne peux pas vous donner de pourcentage. Ce que je peux dire aux voyageurs, c'est d'anticiper. On aura l'occasion d'en parler, mais moi, je trouve que les voyageurs ont changé leurs habitudes de voyage. Donc on fera peut-être une chronique un peu sur ça. Et donc, n'hésitez pas à anticiper sur les futurs voyages. Pointe-à-Pitre-Fort-de-France, pas de restrictions? Alors, aujourd'hui, non, pas de restrictions spéciales. Test quand même pour les personnes qui n'ont pas le schéma vaccinal complet. Oui. Mais c'est tout, pas de motif impérieux. Voilà, ça a été enlevé. Alors, plus de masques dans les avions. Plus de masques dans les avions, plus de masques dans l'aéroport non plus. Donc, on a une plus grande liberté. Et maintenant, ça n'empêche que quand on a envie d'être prudent, voilà, on peut toujours mettre son masque. Et ça nous a appris quand même à être un petit peu plus prudent quand on a un petit rhume. Voilà. Et n'oubliez pas, parce qu'il y a les grandes vacances, les assurances multirisques. Vous partez tranquille. Et s'il se passe quoi que ce soit, vous êtes protégés. Bien. Voilà, merci. Moi aussi, j'étais ravie. On va vous revoir? Oui. Oui, Danick, je ferai tout pour qu'on me revoie et que je vous revoie aussi. Merci en tout cas. Bon, ben c'est fait. Voilà, merci Elisabeth, merci Jean-Luc, merci à M. Mboli. Lui dirai que son ouvrage est digne d'intérêt et que il va falloir peut-être qu'à l'université on soit informé de l'existence de cet ouvrage et que les gens le lisent. Voilà, on a reçu en début de journal Jocelyne Gélabal, présidente de l'Office du tourisme. On a encore de Marie-Garnante pour une manifestation qui débute le 24, Can Spirit, autour du Rhum, puisqu'il n'y a pas eu de Terre de Blues depuis 2 ans, mais il nous a assuré que Terre de Blues reviendra, que Can Spirit, c'est une manifestation qui fera le lien entre les deux. On a reçu Mario Varro, président de la CFTC, comme d'habitude, qui nous a fait ses procès habituels, on les connaît. Jacques-Marie Claire, président de l'association Boaka Pab, était aussi notre invité. Et on vient de terminer avec, d'abord, je le disais, Jean-Claude Mboli, pour cet ouvrage « Origine des langues africaines » et qui montre que l'origine de l'homme et l'origine des langues n'est pas dissociée, puisque les premiers hommes sont des Africains. Donc, toutes les langues, y compris les langues européennes, et ça on a eu l'occasion souvent de le dire ici, le lundi, ont des racines africaines avec Jean-Claude Mboli. Et Jean-Luc qui était là, n'est pas là, ne va pas me démentir, on part quoi. Non, c'est l'histoire de l'humanité. C'est de l'humanité, voilà. Et c'était intéressant, c'était un peu court, c'était intéressant, mais on y reviendra, ça c'est promis. Et puis, on a fait un petit topo sur... Ah là là, nous restons... On a le temps de voir un dernier nouveau député. Nous sommes baillés quand même, pour ne pas dire que nous ne sommes pas baillés. Putain, allez, c'est parti pour les 3 derniers. Nous sommes heureux pour nous-mêmes parce qu'on a mené un travail, disons, qui était époustouflant mais qui a donné des résultats. Et c'est aussi un travail collectif que les équipes ont mené avec ardeur. Donc nous sommes heureux aussi pour les équipes qui voient leur travail gratifié. Et quand bien même c'est un contexte particulier, on a été au 2e tour sans adversaire qui nous lâchait en pleine campagne. Mais disons, l'essentiel, c'était que Nadia et moi-même, nous arrivions à un résultat positif. Et ce qui est à saluer, c'est les électeurs ont fait de gros efforts quand même. Aller voter alors qu'il n'y avait pas de challenge, quoi. C'était presque bon. Et on a eu 4000 suffrages supplémentaires, c'est à saluer. Donc il faut remercier l'ensemble, disons, des maires, des équipes municipales, les sections du PS, les groupes locaux qui nous ont accompagnés, et bien le sénateur, toutes les équipes qui nous ont accompagnés. Et bien sûr, j'avais fait, avec Nadia, on avait fait une espèce de rassemblement quand même de tous les démocrates. Et en moins de mois, nous arrivons à faire campagne et à faire entendre, disons, nos propositions qui sont partagées, parce que même nous sommes seuls, les gens viennent voter pour nous comme, disons, un signe d'adhésion. Et là maintenant, comme j'aime à dire, il y a la campagne, le temps de la campagne, après vient le temps du travail. Eh bien, ça a été une élection très, très difficile. Je pense que c'est l'une des élections les plus difficiles de ma carrière politique,
alors que j'en ai déjà connu, hein, vous imaginez. J'ai eu un adversaire extrêmement coriace. Ça a été aussi une élection basée beaucoup sur des contre-vérités, beaucoup de contre-vérités qu'il fallait surmonter, et puis caricaturale, dans la mesure où toute la campagne a été caricaturale entre macronistes et pas macronistes. On m'a accusé de ce que je ne suis pas, et on a joué beaucoup sur la sensibilité du peuple à l'issue du vaccin, pour ceux qui sont suspendus, etc. On a joué sur la corde sensible uniquement de la Guadeloupe, mais donc il n'y avait pas de politique véritable en profondeur. Mais tout de même, la victoire est là. Ce ne sera que continuer ce que j'ai commencé. Et les dossiers qui nous attendent fondamentalement, au-delà des dossiers de l'eau et des dossiers courants que nous avons et qui sont nécessaires pour la Guadeloupe, nous avons un dossier fondamental, c'est voir comment nous pouvons tirer des leçons du message qui nous a été envoyé par l'élection présidentielle, mais également par ces élections législatives, de voir comment tous les politiques guadeloupéens vont se mettre à table autour d'une table, pour pouvoir travailler à un véritable projet. On peut appeler ça projet, on peut appeler ça plan, appelons ça comme nous voulons, mais c'est ce que la jeunesse attend de nous, c'est ce que la population attend de nous, parce que nous avons des choses à faire pour notre pays. Et c'est ça qui est le plus important. Ma population qui m'a fait confiance aujourd'hui, je suis tellement reconnaissant qu'elle continue à faire confiance à son enfant des abîmes pour qu'il puisse continuer à travailler avec le groupe Outre-mer. Parce que c'est bien ça l'idée. On s'y est engagé, on veut le faire, on a déjà des contacts. J'espère, et je fais un appel aux 3 autres députés élus pour savoir quelles sont leurs sensibilités par rapport à ça. Ne pas se laisser engloutir par des vieux partis avec des mauvaises méthodes d'un ancien temps. Nous, on veut créer notre maison à l'Assemblée nationale, la maison des Outre-mer. Voilà l'objectif, avec sérieux, humilité, le travail, l'engagement. On va forcément discuter très rapidement pour savoir comment on peut être utile finalement à notre pays dans la logique, et surtout pas se faire écraser, broyer par des partis qui voudraient redorer leur blason, je pense au PS, etc. Bon, on n'a rien contre le PS, on n'a rien contre qui que ce soit, mais enfin, Guadeloupe, Douvant, on veut créer d'abord le groupe Outre-mer parce que nous faisons 15 ans à l'Assemblée nationale, et j'espère qu'ils seront dans cette logique-là. Voilà, bien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL News en direct de Canal 10, de C10 FM et de RHT. Voilà, ciao, bye bye, à demain. La réalisation est assurée par Yann. Voilà, c'est fini.